Chers amis, bonsoir. Quel immense plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour notre rendez-vous culturel et vespéral Culture, l'autre regard. L'Algérie, ce pays continent, compte de nombreuses villes aux différents aspects poétiques, culturels, historiques et évidemment ces villes-là n'ont cessé d'inspirer les différents artistes, tant les écrivains que les peintres. Et ce soir, la ville de Constantine sera à l'honneur aussi bien en ce qui concerne la littérature que les arts plastiques. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir tout d'abord de vous présenter la représentante de la littérature de ce soir, en l'occurrence Madame Anissa Talbi. Madame Talbi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Jawad. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un immense plaisir de vous recevoir Madame Talbi. Vous êtes directrice financière et vous signez un premier roman qui s'intitule « Entre les deux rives de Constantine », paru tout récemment aux éditions Nesma. Oui. Et qui justement met à l'honneur la ville de Constantine, entre autres choses que nous allons découvrir ce soir avec vous. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. Et comme je l'ai dit en guise d'introduction, nous avons Constantine à l'honneur à travers la littérature, mais aussi à travers les arts plastiques avec une artiste peintre que j'ai l'immense plaisir de vous présenter, à savoir Madame Radja Srer. Madame Srer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est un immense plaisir de vous recevoir, vous aussi, Madame Srer. Vous êtes architecte de formation et de métier. Oui, absolument. Et vous êtes par ailleurs artiste peintre. Oui, dernièrement. Dernièrement, et vous avez déjà de nombreux tableaux à votre actif, de nombreuses expositions sur lesquelles nous allons revenir. Oui. Mais vous êtes aussi en rapport avec la littérature, puisque vous avez illustré. Et j'ai eu le plaisir de parler de vous déjà avec une autre romancière, oui. Madame Mounia Belghechi, puisque vous avez illustré son roman, Le pain de ma mère, et vous êtes aussi l'illustratrice. J'ai toujours des problèmes avec les mots de plus de 3 syllabes. Il est compliqué celui-là. Vous êtes l'illustratrice de la couverture du roman de Madame Anissa Talbi, entre autres travaux que nous allons découvrir. D'accord. Merci encore d'être parmi nous, Madame Srer. Merci à vous. Alors je me tourne... Petit biais oblige, hein, j'ai toujours une prédilection pour la littérature, donc vous m'excuserez. Oui, voilà. Vous m'excuserez de me tourner d'abord vers Madame Talbi. Surtout que c'est grâce à elle que je vous ai découverte, puisque j'ai connu d'abord son roman, ensuite celui de Madame Belghechi, et c'est en découvrant son roman que j'ai entendu parler de vos travaux. Je lui en suis reconnaissante. Alors. Voilà. Hélas, je suis un petit peu, je dirais pas inculte, je n'ai pas cette modestie, mais je suis moins cultivé en art plastique qu'en littérature. Je suis sûre que non, vous êtes modeste. Voilà. En tout cas, déjà, merci à Madame Talbi de m'avoir fait découvrir Madame Srer, et merci de m'avoir donné le plaisir de lire ce roman Entre les deux rives de Constantine et de m'avoir baladé, ainsi que vos lecteurs, puisqu'il en est déjà à sa 2e édition. La 3e, Inch'Allah, est en cours de route. Donc déjà, je vous félicite pour ce franc succès. Merci de nous avoir fait balader à travers les rues de Constantine, à travers son histoire. Et tout cela, vous le faites par le biais d'une famille. Le roman s'ouvre justement sur la maman. La maman. Une veuve, Saïda. Saïda. Voilà, mère de 4 enfants. Oui. Et qui habite le quartier de la Souira. Et qu'on découvre avec vous tout au long de ces pages. Je vous laisse déjà nous faire découvrir cette mère courage, hein, qui est veuve et qui élève ses 4 enfants à la force du bras, littéralement, puisque le roman s'ouvre sur Saïda aux prises avec la pâte qu'elle est en train de pétrir. Oui, c'est Saïda, c'est une maman, comme toutes les mamans d'ailleurs, qui a 4 enfants, qui est veuve, qui a perdu son mari à un moment où vraiment il ne fallait pas être seule, parce qu'à la base, ils sont très modestes. Si je parle d'une maison de Souira, à la Souira, il y a plein de maisons de style qui m'ont dar arab. Mais là, la maison en question, c'est une petite maison modeste. Comme je le dis, c'est leur palais de l'infortune. Donc déjà, c'est des voisins à la base. C'est un voisinage de 3 familles. Certes, oui. Voilà, donc c'est assez exigu, voilà, mais à la base, ils sont très modestes. Donc Saïda, déjà, à la base, était modeste. Et en perdant son mari, elle est encore plus. Qu'est-ce qu'elle fait, Saïda? Elle fait du pain traditionnel. C'est tout ce qu'elle a trouvé à faire, le ksara. Elle fait le ksara et tous les pains qui existent pour faire vivre sa famille. Donc voilà, j'ai commencé par Saïda pour lui rendre hommage, parce que c'est un personnage très important pour moi. Oui, il est central dans le roman, même si les principales péripéties
dans lesquels vous nous emmenez dans le roman se font à travers son fils aîné. Voilà, son fils aîné Anwar. Voilà, le bien nommé. Voilà, c'est Anwar, c'est son fils aîné, c'est l'homme de la maison. Après la perte de son papa, il s'est retrouvé à endosser cette responsabilité de l'homme de la maison. Donc pour lui, ça lui faisait mal en quelque sorte de voir que c'est sa mère, littéralement. Littéralement, voilà. Donc il a tout fait. Donc il a tout fait pour nourrir cette famille. Et c'est ce qu'on voit justement dans le roman, c'est ce qu'on lit, c'est ce jeune qui essaie, qui se bat contre la vie. Et qui voue une vénération profonde à cette mère. Une vénération profonde, c'est un attachement complètement viscéral à sa maman. Voilà. Oui, c'est une relation vraiment très émouvante. Fusionnelle, voilà. Fusionnelle et très émouvante et qui lie l'aîné à sa mère. L'aîné justement qui rêve de la rendre fière, qui rêve de la décharger de ce fardeau qu'elle endosse depuis son veuvage. Et d'autant plus que, vous l'avez mentionné, c'est une famille de 4 enfants. Oui. Donc il y a aussi son jeune frère qui commence un petit peu à zigzaguer, 14 ans, voilà, âge difficile. C'est un âge difficile et c'est un endroit difficile. Et Constantine, c'est des chemins, c'est des venelles où un adolescent de 14 ans n'a pas à se retrouver. Donc voilà, c'est une responsabilité énorme sur les épaules d'Anwar. Oui, et vous peignez aussi dans une image dans un passage très émouvant, l'impact aussi de cette perte sur les 2 jumelles, voilà. Samia et Nihal, et notamment sur Samia. Notamment Nihal, voilà, la brune, voilà. La brune. Voilà, qui ressemble beaucoup à son père. Papa. Donc j'ai essayé de peindre, comme vous le dites si bien, cette relation et cette tristesse. J'ai essayé de la montrer, voilà. Oui, notamment lorsqu'elle part constamment à sa recherche à travers les périples qu'elle faisait avec lui, voilà, dans une compulsion de répétition qui est très... Elle refait tous les chemins, elle refait tous les commerces, elle refait toutes les bicoques, partout, là où elle va, elle espère sentir l'odeur de son père, elle espère l'écouter parler. Je me suis inspirée peut-être de quelques amis qui ont perdu au préalable leur papa, et j'ai juste imaginé ce que peut sentir une jeune fille quand elle perd son père, avec lequel elle était vraiment fusionnelle. J'ai essayé de l'imaginer et j'ai fait ça à travers les ruelles de Constantine, parce que c'est des enfants de Constantine, de la Souiqa, et j'ai imaginé cette fille qui cherche les traces de son père dans les ruelles de Constantine. Justement, et en découvrant la Souiqa, personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des réminiscences et des échos de Mohammed Dib et de la Grande Maison. Et vous avez mentionné ce qu'on appelle des Al-Arab avec Oust al-Dar et des chambres tout autour. Et donc, il y a d'autres familles qui vivent qui partagent le lot quotidien de Saïda, Najia, la couturière, la brodeuse. Qui m'a un petit peu évoqué aussi Aïni, et son mari tétraplégique. Et donc, c'est une véritable ode aux femmes courage qui prennent en main les choses lorsque le destin les oblige à se retrousser les manches. Ou déjà qu'elles le font quoi qu'il en soit. Hein. Voilà, déjà. Mon but n'était pas au préalable ça, je l'ai fait naturellement. Certes. Je me suis retrouvée à avoir vraiment plein de femmes courage dans mon roman, alors que je ne le visais absolument pas. Et voilà. C'est votre réalité sociale qui transparaît. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. J'ai voulu montrer ça, cette facette de la femme algérienne, la veuve, la pauvre, la riche, la seule, la maman, la sœur, la voisine. J'ai voulu montrer ça. Et vous nous emmenez ensuite de la Souiqa, et donc de ces couches populaires, vers l'autre rive. Voilà, vers l'autre rive, vers ce qu'il est commun d'appeler les familles patriciennes, chez Si Ja'far, le bien nommé, et son épouse Ralia. Voilà. Et là aussi, il y a un brassage non pas social, puisque les deux sont issus de familles aisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais Si Ja'far, lui, est originaire de Constantine. Enfin, des Aurès, c'est un chaoui. Voilà, et il s'installe à Constantine. Et Ralia, elle, va faire le chemin inverse de sa maman. Voilà. Puisque sa maman est originaire de Constantine. Et elle suit son mari. À Tolga. Elle, c'est le chemin inverse qu'elle a fait. Et d'ailleurs, elle s'est mariée très très jeune.
Certes. Voilà, juste pour, on va dire, plaire à son papa. Mais en fin de compte, au fond d'elle, elle voulait revenir sur les traces de sa maman. Parce que d'après sa maman, Constantine était une ville féerique, une ville qui galvanise tous les passants. Donc elle voulait vraiment revenir sur les pas de sa maman. Pour elle, c'était un but absolu. Mais il fallait vraiment voir Constantine. Qu'est-ce que c'est cette ville au pont? Qu'est-ce que c'est que cette ville qu'on raconte comme une chimère? Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mariée avec Sidi Jafar, un grand homme d'affaires, riche, beau, tout le voilà. Tout ce dont rêve. Tout ce dont rêve. Normalement, toutes les jeunes filles. C'est une métisse, c'est une très belle femme. Et oui, la description est époustouflante. J'ai voulu décrire vraiment une femme comme dans les rêves, on va dire. Certes. Et qui se marie avec Sidi Jafar très très jeune, alors qu'elle voulait vraiment terminer ses études, elle voulait vraiment... Et qui va voir Constantine. Elle la cherche les traces de sa mère, mais au fond, elle cherche Constantine, l'âme de Constantine. Et on va voir comment vous allez opérer une interaction entre ces deux mondes et justement permettre à Ralia de connaître plus profondément cette Constantine qu'elle ne connaissait que très superficiellement. Mais avant cela, on va se tourner vers quelqu'un qui nous emmène à la découverte de Constantine, elle aussi, visuellement, mais pas que. Je me tourne vers vous, Madame Rajasrir. Donc, j'ai mentionné en début d'émission que vous étiez architecte. Oui, absolument. Et vous êtes ensuite récemment... tourné vers les arts plastiques. Est-ce que ça s'est fait spontanément, en autodidacte ou à travers une formation? Et comment, est-ce que c'est une passion que vous avez toujours nourrie, est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment en êtes-vous venu à passer des compas au pinceau? Déjà, c'est un peu le même univers. Certes. L'architecture est un art également. Certes, encore que moins contraignant, ou plutôt plus contraignant que... Encore que la pratique de l'architecture... C'est notre paire de manches, d'ailleurs. C'est notre paire de manches. Ça nous fait nous tourner vers plus de technique, plus de... on s'éloigne un peu du côté artistique. Quoique ça nourrit quand même un regard un peu plus pénétrant sur justement l'environnement et sur l'architecture. Ça m'a beaucoup aidé dans mon activité artistique par la suite. Donc, comment j'en suis venue, d'ailleurs, je suis autodidacte complètement. J'ai toujours eu la passion de la peinture et du dessin depuis que je suis enfant, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de l'exploiter. Bon, c'est vrai que j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic il y a 3 ans, maintenant presque 4 ans. D'ailleurs, c'est une amie, une architecte, elle aussi, très intéressée par le côté artistique, tout ce qui est art, qui m'a un petit peu poussée à sortir de ma bulle architecturale dans laquelle j'étais un peu coincée et un peu malheureuse, je dois dire. Voilà, elle savait mon penchant pour tout ce qui est artistique, pour la peinture, spécialement. Donc elle m'a poussée un peu. C'était ma locomotive, je l'appelais ma locomotive. Voilà, j'ai repris mes pinceaux petit à petit et je n'ai plus pu m'arrêter. C'était les débuts, c'était l'effervescence et vraiment c'était extraordinaire. Je n'arrêtais pas. C'était les jours et nuits, c'était le bazar à la maison. Il y en avait partout, du matériel. Je voulais essayer toutes les techniques, tout le fusain. Bref, après je me suis un peu calmée. Voilà, et pour notre plus grand bonheur, et on voit quelques-unes de vos œuvres défiler. Oui, et vous avez essayé toutes les techniques, et sur lesquelles s'est portée finalement votre prédilection? La peinture à l'huile. La peinture à l'huile est mon médium de prédilection pour le moment. J'ai essayé l'acrylique, ça n'a pas vraiment accroché, mais l'huile... c'est parfait pour moi. Je garde. Et quelles ont été les influences? Parce qu'on imagine bien que ce soit pour devenir écrivain, pour devenir peintre ou pour devenir artiste en général, on a toujours un peu des mentors, des références. Quelles ont été les influences qui vous ont poussé vers ce domaine-là, et quels sont les peintres qui représentent pour vous des ombres tutélaires, on va dire? J'aime toute la peinture, en fait. Certes. Mais, oui. C'est vrai. Je suis vraiment amatrice et je regarde ça avec des yeux d'enfant.
j'adore. Mais bon, d'ailleurs, ça se voit un petit peu dans le style que j'ai choisi. C'est figuratif, c'est réaliste. Et voilà, donc j'aime toute la peinture qui tourne autour de ça, du réalisme. Nous sommes deux. Ah voilà, très bien. D'ailleurs, ceux que j'ai reçus et qui faisaient dans l'abstrait vont me détester, mais jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à accrocher. Le monde de l'abstrait, je dois bien l'avouer, reste un peu hermétique abstrait, pour moi. Voilà. Je n'arrive pas à pénétrer. J'ai fait des essais, hein, ne croyez pas. Goûte l'effervescence du début, j'ai tout essayé. Mais je n'accroche pas, Ce que j'aime, c'est vraiment mettre en avant les sujets que je représente. Parce que ça part toujours de coups de foudre. J'ai un coup de foudre pour un coin de la ville ou là pour un visage. Et je veux vraiment transmettre ce coup de foudre-là au spectateur, enfin à la personne qui regarde mon travail. Donc j'essaie d'être fidèle le plus possible à mon sujet et à le mettre en avant. Pour le moment, c'est ce que je fais. Oui. Voilà. C'est-à-dire, comment transmettre une émotion si le médium qui l'a suscité n'est plus visible? Oui, et voilà. Et une de mes motivations aussi pour ce choix, c'est aussi que cela soit accessible à tout le monde, sans avoir besoin d'une explication. Je présente un travail, tout le monde peut accéder à ce travail et le comprendre aisément. Je n'ai pas besoin de faire une exégèse, une explication d'un quart d'heure pour voilà. Et comment s'est opérée la rencontre justement avec Madame Anissa Talbi, rencontre qui m'a permis de vous découvrir? Comment en êtes-vous venu à illustrer le roman de Madame Talbi? Eh bien, je vous laisse répondre chacune à votre guise. Comment ça s'est passé? Je l'ai découverte via une page Instagram, c'est ça? Où j'ai vu ses œuvres pour la première fois. Normalement, je la connaissais avant, enfin, pas personnellement, mais je te connaissais depuis très longtemps. Nous faisons partie des mêmes cercles. Voilà, Constantine, c'est un petit monde. Écrivain, peintre. Voilà, tout le monde, voilà. Mais après, je l'ai découverte, j'ai vu ce qu'elle faisait. J'ai vu d'abord tes œuvres, comment on appelle ça? L'art plastique, c'est ça? Ce que tu fais avec tes mains, c'est ce que je découvre en premier. Autre chose. À part la peinture, elle fait autre chose. Ça, c'est une dimension que j'ignorais en revanche. Ah oui, elle fait des merveilles. C'est ce que j'ai découvert et je voulais vraiment la connaître, tout simplement. Et après, quand on a fait connaissance, j'ai dit que j'écrivais avant le roman. J'ai dit que j'écris des trucs. Avec le roman, tiens, je me suis dit, tiens, je veux avoir un truc spécial. Je ne veux pas avoir un dessin quelconque pour ce roman qui est très important pour un premier travail. C'est une première œuvre, c'est un premier bébé. Le premier bébé, on a vraiment envie qu'il soit vraiment beau, tout beau. Oui, qu'il ait son vrai berceau et pas qu'il soit emprunté. Voilà, exactement. Et j'ai pensé à elle comme ça. Je lui ai dit, je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, je voudrais bien que tu me fasses un tableau d'abord et que j'utilise ce tableau en tant que couverture pour mon futur roman. Donc il a été composé à l'occasion du roman. Ah oui, c'était une commande. Voilà. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? On le voit d'ailleurs à l'écran. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux vraiment une ruelle de la vieille ville. Elle voulait du pavé, elle voulait de la Je voulais du pavé et surtout la mlaïa. Je dis, je veux Saïda. La fameuse mlaïa de Saïda. Voilà, je dis, je veux Saïda qui marche. Donc on a cherché, c'est une vraie ruelle. Voilà. Je n'ai pas exactement l'adresse. Je crois que c'est Rabin Sherif. Normalement, c'est autour de Rabin Sherif. Oui. Voilà. C'est une ruelle 40 notables. Donc voilà, on a choisi la photo et elle a tout simplement excellé. Voilà, je ne peux pas dire moins ou plus, c'est une merveille. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, comme toutes les autres d'ailleurs, mais celle-là encore plus. J'imagine bien. Ah, celle-là, c'est. Oui, le résultat. C'est mon chouchou. Le résultat est magnifique. Elle l'a fait très vite, je tiens à le dire. Tu te rappelles? Oui. Elle n'a eu que quelques semaines sous la pression. Allez. Oui, il y a des délais éditoriaux. Parce que je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas vraiment que ça allait aboutir. C'est un roman, c'est une histoire. Et quand il fallait vraiment donner une couverture, j'avais plus le temps. J'ai eu 2 ans pour l'écrire, mais au moment de la couverture, j'avais plus le temps. Alors je l'ai précisé. Tu fais vite.
je lui dis, tu as besoin de combien de temps pour faire une toile? Qu'est-ce que tu vas dire? 2 mois, 3 mois. Non. Non, tu vas le faire en 3 semaines, ma chérie. Elle a fait très vite. C'était magnifique. Je la remercie pour ça. Certes, le résultat est magnifique déjà sur l'original, et puis le rendu en tant que couverture, c'est vraiment réussi. C'est complètement en rapport avec l'effet du roman. Oui, déjà, d'emblée, la couverture nous plonge dans tout un univers. Et, c'est vraiment... C'est ce que j'aime avec les toiles de Raja. Elle dit que c'est un coup de foudre. Moi aussi, c'est un coup de foudre. Quand j'ai vu ces toiles, je ne sais pas si elle le sait, les toiles, ça parle. Surtout les endroits. Les endroits de Constantine. Quand je vois les toiles de Constantine, ça parle vraiment. Je dirais presque que ça me parle encore plus que l'original. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec sa lumière. Elle a une façon de. Anna, je la lis. Il y a beaucoup d'âme dans sa peinture. Tu le sais? Merci, ma belle. Non, mais c'est pas pour la. Vraiment. Ça me fait plaisir. Mais je suis très émue. À chaque fois, je lui dis. C'est exactement le but de mon travail. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai eu l'occasion après vous avoir découvert, vous avoir ajouté sur Facebook, j'ai eu l'occasion de partager certains de vos travaux. Et effectivement, les échos, les commentaires qu'il y a eu sur vos toiles, notamment une sur Constantine et un pont suspendu. Oui, le pont suspendu, la madrasa, c'est des toiles confirme ce que dit Madame Talbi. Qui dégagent beaucoup d'énergie et d'émotion surtout. Je suis très fière de ça. Quand je reçois des échos comme ça, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, une fois j'ai été contactée par une jeune fille qui fait ses études à l'étranger, en Europe de l'Est. Au Getli, j'ai reconnu la maison j'ai vu votre tableau sur le net et j'ai reconnu la maison de mon grand-père. Getli, j'ai eu les larmes aux yeux. Est-ce que votre tableau il est encore disponible? Je peux l'avoir? Enfin, elle était vraiment ravie. Hadrat Ma'a son père et tout. Voilà, c'est ce genre de réaction que je recherche. C'est pour ça que j'attache une grande importance à rendre les détails, les moindres petites fissures, les petites pierres, les couleurs, les textures, pour que ce soit reconnaissable par les gens qui habitent ces lieux. Ce sont des gens, c'est des lieux vivants et je veux rendre cette impression. Cette émotion. Voilà, la Maison Bleue. Regardez, c'est une merveille. Certes, avec son bougainvillier. avec ses fissures, justement, ses craquelures. Voilà. Et toute l'histoire qu'on peut se représenter derrière, justement, ces fissures et ces craquelures. Toute cette émotion que vous nous transmettez, on parle d'émotion, ce qui nous amène à notre petit intermède musical, puisque c'est le moment, comme d'habitude, mes chers amis, de notre minute mélomane. Tout de suite, on se retrouve après le jingle. Alors, ce soir, la minute mélomane, le morceau de ce soir, a été choisi par notre invitée, Madame Anissa Talbi. Elle fait de grands yeux, genre qu'est-ce que non, j'ai rien choisi du tout. Eh bien si, puisque en lisant son roman, je connaissais le regretté Mohamed Tahar Fergani, mais je ne connaissais pas cette magnifique complainte qui s'intitule Menjat Folktek fi Bali. Et en lisant son roman, j'ai trouvé ce morceau évoqué et écouté par l'un des personnages. Et donc je me suis dit, merci madame d'avoir choisi pour moi la minute mélomane de cette émission. Je vous laisse redécouvrir cette magnifique complainte, Menjat Folktek fi Bali, du non moins magnifique Mohamed Tahar Fergani. Rabbi yahmi salih. من جات فرقتك في بالي ميدي صفا من جات فرقتك في بالي ميدي صبر بهمك ورد علي يا محيي حتى رسول غاب علي قطع الخبر
وطاحت بيا يا محنيني لشاك عين بيا طاحت يا قد سنجاق المشلينية تبع الحسود لينا فرحت راهم يشتفوا فيك وفينيا من جات فرقتك في بالي جو regretté Mohamed Tahar Fargani ربي يرحمه choisi pour vous par Madame Anissa Talvi, vers qui je reviens pour continuer d'explorer ces deux rives de Constantine. Et avant d'en arriver justement à l'interaction entre le monde de Ghalia et celui de Saïda, ce qui est vraiment saisissant dans ce roman, hein, le bien nommé, c'est que toute une anthropologie, toute une sociologie renaît sous votre plume, et notamment tout un savoir-faire qui a tendance à se perdre. Hein. On découvre avec vous la dinanderie, on découvre les femmes qui distillent toutes seules leur eau de rose, on découvre le traditionnel rituel Du bain. Pardon ? Le rituel du bain, peut-être. Du bain, du chaulage. Ah oui. Voilà. Et, voilà. Mon réalisateur m'a dit jusqu'à la nougatine, mais non. Ça, dans le roman, c'est pas mentionné, hélas. C'est vrai ? On l'a raté. Dans le prochain, peut-être. Dans le prochain. Donc, voilà, vous nous faites redécouvrir toute une sociologie et tout un savoir-faire constantinois. Un art de vivre. Et un art de vivre, littéralement. Voilà. Tant disparaître, malheureusement. Oui, ça revient un petit peu dans certains foyers. Il y a toujours des femmes qui distillent. Ma tante, d'ailleurs, que je salue, ma tante distille toujours son eau de rose et son eau de fleur d'oranger. Ça existe dans les petits foyers comme dans les grands. Enfin, maintenant, tout est facile avec le commerce. On n'a pas le temps, on travaille, donc on achète. C'est normal. Mais j'ai essayé de faire des tout petits clins d'œil parce que je n'aurais pas pu tout dire. Certes. Des tout petits clins d'œil comme ça pour rendre hommage un peu à cette ville ancestrale et à toutes les activités d'ailleurs qui existent un peu partout, en Algérie, certes, mais à Constantine, c'est son âme. Quand on parle de Constantine, on parle forcément de dinanderie, on parle forcément de tanneur aussi, et on parle de tout, de ces petites joies dans les petites ruelles. Voilà, parce que c'est un clin d'œil à Constantine, à son histoire et à mon enfance un peu. Quand je marchais avec mon grand-père, quand on faisait les venelles de Constantine, et que je voyais ça, j'étais vraiment subjuguée. Rien que chez les dinandiers, cette lumière qui émanait de toutes ces... Et pour moi, c'était des jouets. Il y a toute une nomenclature aussi qu'on découvre avec vous. Hein. Oui, enfin j'ai essayé un peu. Voilà. Pour moi, c'était des joyaux. Je voyais ça comme avec des yeux d'une petite fille, ça brillait et ça me rendait vraiment heureuse. Et j'ai voulu rendre hommage un petit peu enfin tristement peut-être quelque part, parce que il faut le dire, ce n'est plus comme avant. Certes. Mais ils y sont toujours, hein. Ils y sont toujours. Là. Si on va là-bas, on trouve les mêmes de père en fils, et il y a toujours cette activité là-bas. Plein d'activités, mais comme la ville en elle-même est en train de mourir à petit feu, on va dire, donc ça se perd. Mais peut-être que si ça se perd de là, ça se retrouve ailleurs, ça sort de Constantine, on trouvera toujours ces activités, enfin j'espère du moins. Sans doute, sans doute. Et vous avez parlé de votre regard d'enfant, et c'est un petit peu ce regard d'enfant-là qu'on va retrouver chez Ghalia, emmené bien sûr sous la tutelle de Saïda, que vous décrivez, là je vous cite, hein, c'est un musée vivant à elle toute seule. Et comment on en arrive là, c'est que Anouar, dans son empressement à rendre fière sa mère, à la décharger des responsabilités
de remplir le frigo, va finalement trouver du travail chez Sidi Jafar. Il va devenir son chauffeur personnel. Voilà. Il va se lier d'amitié avec ses enfants. Il va être une sorte de mentor pour son fils qui lui aussi est en pleine crise d'adolescence. Exactement. Bref, il va gagner le respect de ses employeurs. Voilà. Et Ralia va être curieuse de découvrir la maman d'un jeune homme aussi, aussi attachant, aussi vertueux, aussi débrouillard. Et ça va être un petit peu le coup de foudre. Oui. C'est-à-dire que Ralia va découvrir chez Saïda une sorte de seconde mère. Exactement. Voilà. Donc Ralia a enfin trouvé le fil conducteur entre elle et son Sahara et Constantine. Elle a vraiment trouvé en Anwar et sa maman, notamment, ce fil conducteur qu'elle cherchait tant. Voilà, elle était toute contente, comme vous le dites, comme une enfant. Voilà, Ralia, c'est une enfant, finalement. C'est une âme d'enfant. Et dès qu'elle a su que Anwar était un enfant de la Souiqa, elle l'a tenu biddiha. Elle n'a plus voulu le relâcher. D'ailleurs, on le voit comment elle s'obstine à vouloir connaître sa famille. Lui, tout modeste, qui se fait tout petit. Bulle, comment une femme aussi riche peut vouloir rentrer chez moi dans ma petite maison de la Souiqa, qui fait comment je fais. Et finalement, c'est son amour de savoir, Ralia, qui l'amène jusqu'à cette famille très attendrissante. Oui, le regard n'est jamais folklorique. Hein, voilà. Il n'y a pas ce regard condescendant de... Du tout. Tiens, je voudrais bien voir comment vivre les pauvres. Pas du tout. Voilà. Comme vous l'avez dit, elle cherche sa maman. Pour elle, elle retrouve un peu sa maman, qui lui manque d'ailleurs, qui est loin. Et elle se lie d'amitié avec Saïda et toute la famille, d'ailleurs, tout le voisinage et cette vie. C'est beaucoup plus cette vie-là de voisinage qu'elle n'a pas vécu elle-même. Ce rapport social. Qui a toujours été seule, parce que Ralia, finalement, c'est une femme seule, riche mais seule. Donc là, elle retrouve une famille, elle se rappelle, comme je le dis, ses tantes, comment quand elle était petite, quand elle se retrouvait en famille, ou Kadairin Biha, et les voisines, voilà, c'est cette chaleur-là qu'elle a retrouvée avec plaisir. Elle a oublié son palais et là, elle se sentait mieux dans cette petite maison de Mellah Slimane, mieux que son jardin féerique. Elle était bien. Ralia, elle était enfin dans son élément. Et grâce à Anwar. Et leurs balades ensemble sont le prétexte de véritables documents sociologiques. Hein. Vous restituez... on l'a dit tout à l'heure, différents rituels. Oui, le hammam. Celui du bain. La préparatifs et les préparatifs pour Ramadan. Avec les nuances entre le bain de la fiancée, le bain hebdomadaire. Ça, c'est mes tantes. En revanche, ça, c'est pas moi. Parce que voilà, j'étais trop petite pour m'en souvenir peut-être. Voilà, c'est mes tantes. On était en plein pandémie quand j'écrivais ça et je ne pouvais pas sortir voir ce qu'il y avait dans la Souiqa. Donc, c'était allô. Tata, comment vous faisiez? Et là, c'est mes tantes qui racontaient, qui m'ont raconté toutes les anecdotes là-dedans sont des histoires réelles. C'est-à-dire le hammam, c'était des histoires vraies. L'histoire du petit garçon, c'est une histoire vraie. Et voilà, c'est des anecdotes de ma tante. Alors, oui, oui, raconte, raconte. Et moi, j'écrivais tout. Voilà, donc si la tante nous regarde, oui. Vous êtes fondée à réclamer une part de droit d'auteur. Exactement, c'est ce qu'elles me disent. Alors, le hammam, c'était une tante. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est les fêtes, c'est le djeria, c'est le mariage. Nous, les femmes, c'est... Voilà. Là aussi, c'est tout un rituel. Oui, absolument. Voilà, ça, c'est une autre tante qui a carrément raconté son propre mariage. Et j'ai essayé d'être fidèle et un peu plus, romancer un peu plus. Et voilà, j'ai comme on le dit, j'ai brodé. Et donc, lorsqu'on confie à une femme la tâche d'aller inviter les autres à faire le tour, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la broderie Non, pas du tout. Non, tout est vrai. D'accord. C'est les dialogues qui sont brodés. Autant pour moi. C'est un peu comme quand les femmes dansent. Et cette ambiance-là, j'ai essayé de la broder un peu, j'ai essayé de lui apporter un peu de poésie. Mais les histoires, oui, ça a toujours existé. Ce sont deux femmes en mlaya qui
font office de carte d'invitation. Voilà, au mariage. C'est plus convivial que la carte exactement. impersonnelle. Voilà, elles mettaient leur mlaya et kahlou. ويروحوا عند les familles suivant une liste très précise et يدخلوا. Alors elles invitaient et alors elles invitaient et l'invitée elle-même en guise de remerciement يعطيهم هكا صابون شويه صوارد يحطهم هكا شويه صوارد et يزغرتوا ça veut dire oui on viendra. C'était ça le rituel qui s'est complètement perdu, mais c'est normal, c'est des us et coutumes d'avant, ça n'existe plus, même la mléa n'existe plus d'ailleurs. Ça se perd comme dans toutes les sociétés, on ne peut pas... Voilà, avec un peu de recul, on sait que tout s'est perdu. C'est pas forcément triste, hein. Ça reste. C'est la vie. Il faut le laisser. C'est tout l'intérêt, voilà. Il faut laisser les traces. C'est tout l'intérêt du roman aussi. Voilà. C'est exactement ça. C'est un monde que vous ressuscitez voilà. et donc que vous fixez dans la mémoire. Cette trace, en hommage à mes tantes, en hommage à mes aïeux, en hommage à ma maman, en hommage à tous ceux qui sont partis. À ma ville. À ma ville, exactement, en premier lieu. Alors, ce que vous restituez aussi et que j'imagine qui est un peu plus pérenne, c'est aussi la gastronomie. Ah, qui dit Constantine, dit gastronomie. Ah, y a rien ça, c'est à une dire. dimension franchement que j'ignorais. Et j'ai découvert avec vous, parfois en vous lisant, on a l'eau à la bouche. Ah oui, merci. Non, Constantine, c'est Je suis sûre que vous pensez au fils. Entre autres, le djarir. J'aurais dit le djarir. C'était bien décrit. Voilà. C'était le djarir. Avec l'approche du ramadan en plus. Exactement. Ça. Djarir, علاش شبح صفراء aussi. Oui. Sans oublier les poivrons. Les poivrons, elle fait le har en hommage à mon père, que je salue, parce que y a pas de, pour lui, il n'y a pas de gastronomie sans fait le har. Absolument, il a raison. Voilà, ça passe par le ventre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et comme vous l'avez dit. Les odeurs aussi, art, c'est beaucoup plus les odeurs que le goût pour moi, personnellement. Je ne trouve pas. Avant chaque fête, avant chaque occasion, je l'ai dit à n'importe quelle occasion, peu importe la faim, si la faim est assouvie. C'est n'importe quelle. C'est عندك طهور, عرس, toutes les occasions. C'est l'odeur. Oui, le rapport l'odeur de la cuisine. Olfactif. C'est toute la semaine. Proust en a fait un passage célèbre avec sa fameuse Madeleine. Et donc, oui. La Madeleine de Proust, oui. Donc c'est ça, Constantine, ça se sent. Ça se sent, ça se voit, ça se goûte. Ça se peint aussi. Et ça se peint, heureusement. Ça se peint avec la jasserie. Justement, on a pu découvrir quelques-uns de vos travaux. Alors, comment s'effectue justement le choix de vos thèmes, de vos sujets? Et est-ce que vous peignez est-ce que vous peignez sur place? Même si j'imagine mal. C'est très difficile. Voilà, pour certains quand même, pour certains sites, j'imagine mal. Non, c'est quasiment impossible. Je pense que c'est impossible. Ça poserait beaucoup de problèmes. Bon. Voilà, emmenez-nous un petit peu dans votre atelier. Comment ça se passe? Comment s'effectue? Je travaille à partir de photographies. Je choisis mes photographies et comment je choisis mes photographies? J'ai une prédilection pour les paysages qui comprennent une certaine complexité, une certaine juxtaposition, un enchevêtrement, comme ça. Constantine s'y prête bien, d'ailleurs. S'y prête bien. C'est une ville palimpseste. Il y a des couches et des couches de civilisations qui se sont succédées. Et avec les bonnes clés, on peut déchiffrer un peu toutes ces composantes diverses qui se sont superposées. Voilà, donc le tableau de Constantine qui montre la Médersa, le grand tableau. Alors, ce qui m'a plu, c'est cette superposition de textures, cette complexité, et puis le fait que ça montre un peu la façon presque naturelle dont le bâti s'intègre au rocher auquel il est accroché, comme des coraux en quelque sorte, et avec l'âge, Très belle image. les âges. Merci. Avec toutes les patines qui se déposent sur les murs. Moi, je trouve que c'est un spectacle unique. Et voilà. Et si on se mettait là à repeindre tous les murs, moi, je perdrais beaucoup. Ça perdrait de son charme. Certes. Et il faut bien sûr restaurer. Il faut prendre soin de ce précieux joyau qu'on a
qui malheureusement, on ne le fait pas, on ne prend pas assez soin de Constantine. Et les restaurations sont à l'arrêt. Il y a beaucoup de maisons qui sont en train de s'effondrer petit à petit. Carrément. La Souiqa est en train de s'effriter. Bon. C'est un cri d'alarme qu'on a lancé d'ailleurs. Anissa Talbi a poussé dans son livre et que je pousse moi aussi à travers mes tableaux. Il faut vraiment que quelque chose soit fait pour ne pas perdre ce merveilleux patrimoine. Voilà. Et on sent que le regard d'architecte que vous avez, oui. même si apparemment le métier ne vous emballe plus, ne nous emballe pas outre mesure, mais on sent quand même que ce regard d'architecte que vous avez, et puis surtout cette culture historique en général, et celle que vous avez au sujet de Constantine en particulier, oui. On la retrouve dans vos tableaux, et c'est criant de vérité et d'émotion à la fois. Oui, merci. Oui. C'est mon amour pour cette ville qui s'exprime. Un amour réel et sincère. J'aimerais le transmettre. Certes, c'est ce que vous parvenez à faire. Hein. Vous transmettez, l'amour de la ville et l'envie de la découvrir. Néanmoins, ce n'est pas la seule dimension de vos travaux. Oui, oui, je fais aussi. J'ai aussi une petite. Mon cœur est divisé en deux, en quelque sorte. Les Aurès, voilà, c'est un autre volet de mes travaux. Je m'intéresse beaucoup aux Aurès. Et donc, quand il s'agit d'Aurès, j'ai fait quelques portraits de femmes des Aurès. Voilà. J'ai toujours eu une part de moi-même, parce que j'ai ma maman, elle est originaire des Aurès, elle vient de Khadjla. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup, je suis tout ce qui est aurassien. Et qu'en est-il justement de ces portraits? Comment vous effectuez le travail? Est-ce que c'est aussi sur modèle ou c'est à travers des photos? Non, c'est à travers des photos toujours. Et comment vous opérez votre choix? J'essaie d'éviter toutes les photos qui sont trop usitées, trop comme les photos des orientalistes. J'imagine bien. Ça me laisse de marbre, franchement. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt particulier, hormis le fait bien sûr, de s'inspirer pour les bijoux, les tenues vestimentaires, etc. Oui, ok. Mais le regard folklorisant. Non, les poses un peu artificielles, affectées comme ça ne m'attirait pas du tout. Donc j'ai essayé de chercher parmi les photos. J'ai trouvé des photos d'anthropologues. C'était des ethnologues, Germaine Tillon et Thérèse Rivière. Oui. Voilà, qui ont fait des missions anthropologiques dans les Aurès, dans les années 30. Voilà, et comme si c'était des femmes, elles se sont intégrées assez facilement dans les villages, les autochtones, les Chaouia de l'époque les ont laissés, c'est-à-dire ils agissaient de manière naturelle en présence de ces anthropologues. Et voilà, et donc il en est résulté des photographies très fraîches et naturelles et très parfois surprenantes. J'ai fait le portrait d'une Chaouia avec la frange comme ça, et qui avait l'air très moderne et qui regardait en l'air comme ça, d'une manière très poétique. En voyant cette photo, vraiment, j'ai eu le coup de foudre. Voilà. L'a bien cité. On l'a bien cité. La photo. Après, j'ai fouillé un peu pour savoir. De qui il s'agissait. C'est une femme, une Chaouia qui vivait dans ces années-là, qui a fini par épouser le guide de la mission anthropologique. Bon, on a une petite histoire comme ça. Bon, et j'ai fait plusieurs portraits d'elle. Et là, c'est la Souiqa? Non. Là, c'est une maison. Non, ça, c'est Andalou. D'accord. C'est Andalou. Bon, ça, c'est un coup de foudre esthétique. Oui, c'était des commandes
que j'ai fait pour une cliente. Et Madame Talbi qui redécouvre à chaque fois avec des yeux toujours émerveillés. Toujours. Le cheval, j'ai essayé de représenter aussi. Et le cheval aussi. Le cheval barbe, Oui. qui est typiquement nord-africain. Donc, c'est une fierté de notre patrimoine aussi. Donc, voilà. C'est magnifique et vous rendez toutes les deux magnifiquement hommage à Constantine. Oui. Constantine qui est à l'honneur et qui continue de l'être ce soir avec un autre illustre Constantinois, puisque c'est le moment de notre livre de chevet. Comme d'habitude, mes chers amis, on se retrouve après le jingle. Alors, Madame Talbi se plaint de ne pas avoir trouvé Malik Haddad en librairie. Eh bien, Malik Haddad a été réédité par les éditions Média Plus. Très bien. Éditeur constantinois d'ailleurs. Oui, on connaît bien. Voilà, donc je pense qu'il est disponible déjà dans toutes les bonnes librairies et a fortiori les librairies constantinoises. Et pour ce mois-ci, notre livre de chevet, c'est « Je t'offrirai une gazelle ». Je vous laisse redécouvrir avec moi ce très beau passage comme l'est tout ce magnifique roman. L'hirondelle attardée au premier soir d'automne n'a pas un seul regard pour l'été qui s'en va. C'était pourtant Jean Duroc. Jean Duroc avant son pyjama et la robe de chambre, avant le téléphone éloquent, le sourire un peu gras. Elle l'avait aimé passionnément. Elle avait cru en lui. Aujourd'hui, elle était la campagne absente du nombre. Jean Duroc lisait Le Monde tous les soirs. À courtiser la gloire, il s'était essoufflé. D'ailleurs, il avait de l'asthme. Il lui avait manqué ce qu'il faut justement pour devenir quelqu'un. Savoir être personne. Comme s'est effacée Madame Talbi pour son roman. Et regarder la rue, celle de Constantine par exemple. Et regarder le ciel, celui de Constantine par exemple aussi. Imaginez le ciel que bousculent les trains. Les enfants dans l'école, les initiales gravées sur un pupitre noir. Imaginez le chalet qui résiste à l'hiver, l'Isère qui broute ses rives ou le Mississippi qui plane, la place du marché, le fripier mécanique, le soleil impérial à l'instant de midi. Ou bien la plage triste que les cartes postales enfuient, un regret que la mère s'obstine à répéter. Ou bien, dans ce village, le père qui sait les mois sont rentrés et qui rêve d'un gendre travailleur comme lui. Imaginez ce lecteur qui attend qu'on écrive à sa place un chef-d'œuvre et qu'à sa place on dise ce qu'il n'a pas vécu. Imaginez surtout l'insuffisance d'une générosité verbale et la suffisance des mots. Ces mots qu'un vent malin inventa pour l'espoir, pour un matin de neige au jardin rénové. Ces mots comme le sable dans cette phrase désertique qui irrigue cependant l'illusion de dire quelque chose. Superbe image, superbe langage poétique et toujours un petit peu cette détresse de l'artiste en général et de l'écrivain en particulier pour qui les mots ne saisissent jamais tout à fait voilà, l'émotion qu'on cherche à transmettre. Cette émotion que pourtant vous nous transmettez, notamment à travers l'ascension d'Anouar, qui petit à petit va gravir les échelons, qui petit à petit va gagner la confiance de son patron, et ce qui va lui permettre aussi d'envisager finalement d'épouser la belle Rania. La voisine. Et voilà, c'est à ce moment-là justement qu'on découvre encore d'autres rituels, d'autres traditions, mais surtout dans tout le parcours d'Anouar, il y a cette authenticité et il y a cette honnêteté absolument incorruptible, irréfragable, qui est celle de tous les enfants de la Souiqa ou presque, c'est-à-dire il y a cet honneur, ce sens de l'honneur et cette fierté du bien acquis. Voilà. Donc finalement, Anouar a réussi à charmer toute la famille d'ailleurs, pas seulement son patron, la femme de son patron, les enfants de son patron. Il a réussi à comment dire, cette pauvreté qui le suivait là, qui s'attachait à lui, il a réussi à s'en défaire petit à petit. Et maintenant, Anouar quand même, il n'est pas... Bon, il est jeune, mais il n'est pas très très jeune. Anouar n'a jamais envisagé de se marier avant, parce que déjà, il fallait déjà manger.
Donc, alors, se marier, pas du tout. Mais il y avait toujours Rania, cette jeune fille derrière sa petite fenêtre, qu'il rêvait d'avoir comme épouse en cachette. On ne le voit pas au début, mais Anwar a toujours rêvé d'avoir Rania. Mais il n'osait même pas... on le devine comme Anwar devine un petit peu son visage derrière sa fenêtre. C'est un rêve, c'est un fantasme caché. Donc, mais finalement, petit à petit, Anwar arrive à se faire une petite vie, il arrive à voir l'allure au bout de... Oui, l'horizon pour lui va s'ouvrir et on va pas gâcher le plaisir du lecteur en disant trop. Exactement, je ne voudrais pas spoiler. J'ai beaucoup insisté sur l'aspect sociologique du roman, sur cette plongée dans Constantine. Néanmoins, c'est un roman. Et donc, il y a de nombreuses péripéties, il y a des moments pénibles, il y a des moments où on vous en veut un petit peu. On a envie de faire comme Misery de Stephen King. On va de vous séquestrer pour que vous réécriviez. Une autre version. Voilà, j'imagine. Voilà. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt qu'on suit... qu'on suit Anwar et Saïda et tous vos personnages dans les ruelles de Constantine, entre les deux rives de Constantine, roman d'Anissa Talbi, publié aux éditions Nesma. Inch'Allah, bientôt la 3e édition déjà. Inch'Allah, oui. Toutes mes félicitations. Puis merci beaucoup, Madame Anissa Talbi, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je me tourne vers Madame Rajasre pour le mot de la fin. Y a-t-il des expositions prévues où on aura le plaisir de vous voir et aussi de vous rencontrer afin de discuter avec vous, d'avoir le plaisir de vous écouter, ressusciter pour nous. Je l'espère. Je suis en train de préparer une exposition encore sur Constantine. Excusez-moi, c'est vraiment... Mais on ne s'en lasse pas. On ne se lasse pas de ses amours de toujours. Donc, ce sera pour cet été, j'espère, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir. Nous viendrons vous voir, vous découvrir et découvrir Constantine par la même occasion. Merci encore, mesdames. Merci Madame Adjasrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Anissa Talbi, et votre superbe roman Entre les deux rives de Constantine aux éditions Nesma. Et le meilleur pour la fin, merci à vous, chers amis, sans qui ni les artistes, ni ceux qui le promeuvent n'existeraient. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous souhaite une excellente fin de soirée.